Dernier trimestre de l'année scolaire au Togo, l'occasion pour les élèves de redoubler d'ardeur et de se préparer pour cette dernière étape. Dans cette édition, quelques conseils pratiques pour les candidats aux divers examens. Le Nigeria retient son souffle. Les jours des filles enlevées par Boko Haram sont comptés. L'Europe se mobilise, les États-Unis aussi. Ils veulent apporter leur concours à l'État nigérian pour essayer de délivrer ses otages. Élection générale ce mercredi en Afrique du Sud. 25 millions d'électeurs devraient élire 400 députés. L'ANC, parti de Nelson Mandela, est le grand favori de ce scrutin. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette édition. Tout d'abord, ce communiqué du gouvernement. Le 15 avril 2014, il a plu au divin créateur, dans son immense bonté, de rappeler auprès de lui son fidèle et dévoué serviteur, Monseigneur Robert Casimir Dossé Agnon, premier archevêque togolais et archevêque émérite de l'archidiocèse de Lomé. Dans le cadre de la cérémonie d'hommage national qui sera rendue à l'illustre disparu, le gouvernement invite les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, les membres du corps diplomatique consulaire, représentants des organisations internationales, les directeurs de cabinet et secrétaires généraux, les directeurs généraux et chefs de service, les responsables des confessions religieuses, les chefs traditionnels du ressort de la capitale, les responsables des différents corps constitués, à prendre part à la cérémonie solennelle dédiée à sa mémoire le 8 mai 2014 à 8 h dans la grande salle de la place des fêtes derrière le nouveau palais de la présidence de la République. La mise en place doit être terminée à 7 h 30. Et nous vous proposons justement l'extrait d'une intervention de Monseigneur Dossé Agnon en 2012 au cours de l'émission Plateau de la semaine. Il parle de la force d'une vocation sacerdotale et des débuts de l'Église catholique au Togo avec la SVD, la Société du Verbe Divin. Extrait. Notre force, c'est toujours le Seigneur qui nous appelle. Et puis quand vous êtes sûr de la vocation, on n'a peur de rien ni de personne. On a cette conviction qu'à la vie, à la mort, nous appartenons au Seigneur. Et surtout que dans notre Église, fondée par les pères allemands, les pères de la Société du Verbe Divin, on nous a inculqué ces oraisons éjaculatoires comme Yesu, Melinao, Yesu, Makunao, Yesu, Magneto, Lagbeple, Kume. Je suis à vous dans la mort comme dans la vie. Je crois que la politique, tout, on ne peut pas dire que tout va bien, mais tout prend le pas vers le meilleur. Et c'est ça qui est consolant. Dans la foulée de cette volonté de ramener les choses à leur point de normalité, j'allais presque dire normal, eh bien, j'ai trouvé cela très bien. Voilà, la cérémonie d'hommage aura lieu donc demain à la grande place des fêtes de la nouvelle présidence de la République. Je rappelle que la mise en place doit être terminée à 7 h 30. Activité du président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, a reçu ce matin la visite des délégués du comité interparlementaire de l'UEMOA qui tiennent actuellement une réunion à Lomé. Les échanges ont porté bien évidemment sur cette 16e session extraordinaire axée sur les systèmes électoraux dans la zone UEMOA. Écoutons le chef de délégation, propos recueillis par Communauté. Je voudrais, au nom du comité parlementaire, remercier le président Dama Dramani de l'Assemblée nationale du Togo pour les commodités que l'Assemblée nous a toujours accordées lorsque nous avons des travaux ici à Lomé sous forme de session ordinaire ou extraordinaire. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes ici, c'est la 16e session extraordinaire qui se tient aujourd'hui à Lomé du 4 au 11 mai. Donc lorsque nous avons ces sessions, nous avons l'habitude de faire des visites de courtoisie aux autorités du pays et c'est dans ce cadre que nous avons eu cette audience du président Dama Dramani qui
qui nous a reçus, avec qui nous avons échangé, nous avons beaucoup échangé sur des questions d'ailleurs relatives au thème, c'est-à-dire les systèmes électoraux dans l'espace UEMOA. Donc ce que nous avons retenu de cette rencontre, c'est que le président de l'Assemblée nationale du Togo reste déterminé, reste engagé dans le sens de l'intégration sous-régionale. D'ailleurs, c'est quelqu'un de la maison, c'est l'ancien président du CIP UEMOA qui était au combat. Aujourd'hui, il a changé de fauteuil, il a changé de camp, tout en restant dans l'arène parlementaire. Donc, il nous a promis son soutien ferme, son soutien sans relâche. Je crois que c'est heureux de le voir toujours engagé. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la séance plénière, initialement prévue pour le jeudi 8 mai 2014, est reportée à une date ultérieure. Par ailleurs, la séance plénière du vendredi 9 mai 2014 est maintenue au même lieu et heure. L'administration togolaise est en pleine réforme pour avoir des services publics efficaces, modernes et surtout débarrassés de certains manquements qui gangrènent son rayonnement. À cet effet, une cellule de contrôle a été constituée. Elle est chargée de vérifier les effectifs de la masse salariale. Ce comité est en train d'étendre ses ramifications dans les différents ministères en mettant en contribution les agents concernés par l'exécution de ce mécanisme de contrôle. Aliou Orochichiri, Prudence Zinsou. Est souvent confronté à des problèmes majeurs liés notamment à la gestion des effectifs, la maîtrise de la masse salariale, la non-déclaration des suspensions et des retards. Le gouvernement a alors pris la mesure de la situation et a mis en place en octobre 2010 une cellule de contrôle pour pallier ces insuffisances. Ce comité a réuni ici les agents des ministères de la fonction publique et ceux de l'économie et des finances pour des échanges afin de trouver des solutions idoines aux maux qui minent toujours l'administration publique. Nous demandons tout simplement à chacun de ces différents techniciens de faire bien le travail. Parce que quand le travail n'est pas bien fait, à un niveau ou à un autre, c'est que la maîtrise ni des effectifs ni de la masse salariale ne sera atteinte. À supposer qu'un agent reçoit un dossier d'intégration, si vous voulez, et il le traîne chez lui. Il ne le traite pas vite. Lorsqu'il l'aura traité, c'est que peut-être ça va alourdir la masse salariale. Parce que ça va faire à la fin peut-être des rappels qui n'étaient pas prévus au budget. Cette séance de travail permet également à ces agents de maîtriser les procédures d'élaboration des projets afin d'éviter les déviances dans la logique des actes. Nous estimons que cette initiative est louable. Si elle peut être pérennisée, donc ça permettra à l'administration de mieux faire face donc aux problèmes de la maîtrise de la masse salariale et des effectifs. C'est la première depuis que moi je travaille. Si vraiment la cellule devrait étendre cette information à tous les fonctionnaires, j'espère que surtout au directeur des ressources humaines, ça devrait permettre à l'administration de maîtriser tant sur peu la masse salariale. La cellule de contrôle des effectifs et de la maîtrise de la masse salariale a donc invité ses responsables à un changement de comportement et les a exhortés à plus de rigueur dans leurs différents services. Des attitudes qui vont contribuer à faire de l'administration togolaise un service performant et de qualité. Dans le prolongement de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai, l'Union des journalistes indépendants du Togo a organisé un débat autour du thème « La liberté des médias pour un avenir meilleur ». En ligne de mire, la contribution des organes de presse à l'agenda de développement post-2015. Une séance rétrospective sur la presse togolaise, ses avancées, ses faiblesses et ses perspectives. Voilà l'essentiel des échanges au cours de cette journée marquant la liberté de la presse au Togo. Ensemble, les membres de la corporation ont passé en revue les stratégies pouvant booster la profession et les entreprises de presse. Le journaliste ne doit
plus être emprisonnés au Togo. Mais cela ne nous donne pas l'occasion de nous livrer à n'importe quoi. Il faut que le travail soit fait dans le professionnalisme. Il faut que le travail soit fait dans l'éthique et la déontologie. Quoique c'est le lieu de nous remettre encore en question pour corriger peut-être ce que l'année dernière on n'a pas bien fait. Les défis, c'est au niveau donc des conditions de travail des journalistes, aussi bien du public que du privé, les conditions de sécurité des journalistes sur les lieux de travail, que ces conditions de sécurité des journalistes sur les lieux de travail sont des conditions que nous demandons qu'elles soient assurées aussi bien par l'État que par les militants et les responsables de formation politique lors de certaines manifestations. Nul n'ignore le rôle primordial de la presse dans le développement socio-économique d'un pays. C'est conscient de cette mission que le président de la haute autorité a invité les uns et les autres à plus de professionnalisme. Je pense que ce serait avec le concours de chacun d'entre vous, la participation de chaque acteur des médias et la participation aussi de chaque responsable des médias. Aujourd'hui, la presse togolaise a fait du chemin dans une logique de pluralité, mais beaucoup reste à faire pour une presse tournée vers le développement. Autre problématique et autre célébration, éducation et handicap, c'est le sujet qui meuble la 11e édition de la semaine d'action pour l'éducation pour tous lancée cet après-midi à Lomé. Objectif poursuivi, promouvoir une coalition forte et dynamique capable d'accompagner les politiques éducatives nationales. Eric Dianipo, Apollinaire Kalanga, Isidore Koubatine. Parmi les objectifs du millénaire pour le développement auquel a souscrit le Togo sur la période 2010-2025 figure en bonne place l'éducation pour tous ou mieux l'universalisation de l'enseignement primaire avec un accent particulier sur l'éducation des enfants en situation de handicap. Cette préoccupation a été prise en compte au cours de la semaine mondiale d'action pour l'éducation pour tous. Les acteurs du système éducatif et du handicap sont revenus davantage sur le concept d'éducation inclusive avec un plaidoyer à l'appui. Nous avons le problème des examens où les sourds-muets n'arrivent pas à suivre les dictées et à suivre les compositions. On a demandé donc de former les enseignants en braille. Nous avons aussi demandé qu'on forme aussi des enseignants en éducation gestuelle. Et nous avons aussi demandé à ce qu'on construise des écoles avec des rampes pour ceux-là qui ne peuvent pas se déplacer avec leurs membres inférieurs, qu'ils puissent utiliser les machines et avoir accès aux écoles. Pour la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, le gouvernement a fait assez d'efforts, mais beaucoup de défis restent encore à relever dans le domaine. En clair, la coalition demande la mise en œuvre d'une politique en faveur de l'éducation inclusive. Nous sommes au dernier tournant de l'année scolaire au Togo. C'est le moment ou jamais pour les élèves d'affûter leurs armes pour les différents examens avec le concours des enseignants et même des parents. Voici d'ailleurs quelques conseils pratiques prodigués par certains acteurs de l'éducation. C'est à grands pas que s'annoncent les examens de fin d'année au Togo. Incontestablement, la rechute se prépare dès les premiers jours de la rentrée scolaire. À quelques jours du début des épreuves du baccalauréat, première partie, bac 1, comment faut-il se comporter pour mieux aborder les épreuves de fin d'année? Les enseignants, les parents leur ont toujours dit que l'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée. Donc les élèves qui ont mis ce conseil en pratique sont normalement aujourd'hui prêts pour affronter l'examen dans la sérénité et avec beaucoup de quiétude. Maintenant, s'il y en a qui s'adonnent à des pratiques peu conseillées, peu recommandables pour leur situation, je crois qu'il faudrait qu'ils comprennent certaines choses. Un élève qui écoute, qui est régulier d'abord à l'école, qui écoute le maître, qui apprend régulièrement ses leçons, n'est pas du tout inquiet. Si un élève s'adonne à des pratiques dangereuses pour sa santé, qu'il sache qu'il est en train de rater déjà à 50% son examen
parce qu'il risque de ne pas être au mieux de sa forme, en possession de toutes ses capacités et physiques et intellectuelles pour pouvoir travailler le jour de l'examen. Tous les élèves n'ont pas pu travailler régulièrement au cours de l'année et que certains ont pu faire ce qu'on appelle du cumul. C'est vrai également que pour se rattraper, ils peuvent faire des veillées, des nuits blanches pour essayer de se rattraper. Mais là encore, c'est une question de méthode. Il faut qu'ils se tranquillisent, et qu'ils fassent la révision en commençant par la fin des leçons. C'est en retraitant l'exercice, les devoirs, qu'ils peuvent éventuellement découvrir des points qu'ils n'avaient pas très bien maîtrisés. Les candidats aux différents examens doivent faire preuve de maîtrise de soi pour véritablement donner le meilleur d'eux-mêmes. Le respect surtout de la police des examens constitue la règle d'or pour être dans le bain des évaluations de fin d'année. Le conseil que j'ai à donner aux candidats à nos différents examens pour cette fin d'année, c'est d'abord le respect de la police des examens. Qu'est-ce que nous appelons police des examens? C'est l'ensemble des textes qui régissent la bonne marche d'un examen. Par exemple, l'élève ne doit pas être en retard. Il doit venir au centre d'examen à peu près 15 minutes avant le démarrage des différentes activités. Il ne doit pas oublier sa carte d'identité. Il ne doit pas avoir des documents compromettants, c'est-à-dire des manuels. À l'heure actuelle, un autre aspect aussi, c'est les téléphones portables. C'est d'être le plus souvent naturel, de ne pas être stressé. Alors, une manière pour ne pas être stressé, c'est de considérer un examen comme un devoir. La détermination, le courage et être confiant sont quelques qualités qui doivent prendre le pas sur toute autre considération pour la réussite aux examens. Et souvent, en ces périodes d'examen, chacun fait appel à Dame Chance qui ne peut vous sourire qu'au prix de l'ardeur au travail. Quand on ménage sa monture, c'est plus sûr d'aller loin. Du côté de l'enseignement supérieur, l'Université de Kara, qui vient de fêter ses 10 ans, s'est dotée d'un nouveau plan stratégique décennal sur la période 2014-2024. Il contient toutes les grandes actions de développement à mener pour hisser plus haut le flambeau de l'institution. Et c'est la mise en œuvre de ce plan qui a fait l'objet de cette rencontre que nous relate Nestor Mouzou. Son fonctionnement a réellement commencé en 2004. Aujourd'hui, l'Université de Kara a 10 ans. Enseignants, chercheurs, étudiants, personnel administratif et d'appui sont encore dans la fièvre de la célébration du 10e anniversaire. Cet événement dans la vie de l'institution a donné lieu à une réflexion des acteurs pour dresser un bilan et entrevoir son avenir. Ainsi, il a été décidé de doter l'Université de Kara d'un plan stratégique décennal 2014-2024. Ce séminaire est consacré à ce sujet. Il vise l'appropriation du plan par les participants. C'est vrai que nous avons obtenu des résultats, mais nous avons eu l'impression, pour emprunter un langage marin, que si ça avait été une navigation en mer, le moins qu'on puisse dire, c'est une navigation à vue. Se doter d'un plan stratégique de développement, c'est d'abord avoir une vision et de l'ambition et se donner les moyens pour y parvenir. C'est ce que la communauté universitaire de Kara a tenté de faire à travers ce plan stratégique. Nous avons estimé utile, nécessaire de partager avec tous les démembrements de la communauté le contenu de ce plan. Le vœu des autorités de l'Université de Kara et de celle de la ville est de voir cette institution émerger et se hisser au rang des universités de renom. 5 axes caractérisent le plan stratégique décennal de développement de l'Université de Kara, à savoir renforcer l'ancrage de l'université dans son environnement socio-économique, améliorer la qualité de l'enseignement et la pertinence des offres de formation,
développer et promouvoir la recherche universitaire, accroître la capacité d'accueil et d'encadrement et améliorer la gouvernance et renforcer les capacités de gestion. Au Burundi, les étudiants sont revenus à de meilleurs sentiments. Après quelques jours de murmures contre leurs conditions d'études, ils ont repris le chemin des amphis. Au Kenya, une boisson locale provoque une intoxication de plusieurs consommateurs. Et puis Ban Ki-moon était en visite au Sud-Soudan. Les étudiants des universités publiques du Burundi ont repris les cours ce matin, après une grève de 2 mois lancée pour protester contre des changements dans l'octroi des bourses d'études. Les autorités ont suspendu l'essentiel de la réforme contestée qui prévoyait de limiter l'octroi des bourses à la moitié des 18 000 étudiants inscrits en 2013. De nombreux étudiants qui avaient rejoint leur famille en province devraient rejoindre les campus de la capitale dans les tout prochains jours. La consommation de l'alcool frelaté provoque un nouveau drame au Kenya. La police a déjà recensé 63 morts depuis lundi matin dans plusieurs cantons de l'Est et du centre du pays. 70 personnes sont toujours hospitalisées. Les patients qui arrivent ici sont plongés dans le coma. Avec le département de la santé publique, nous allons prélever des échantillons sur les corps des victimes pour les examiner. Une enquête est en cours pour déterminer où et comment l'alcool a été préparé. La consommation d'alcool artisanal à base de maïs ou de sorgho est très répandue au Kenya. Certains producteurs peu scrupuleux y ajoutent du méthanol ou d'autres produits toxiques pour donner plus de mordant au breuvage. Visite fructueuse pour le secrétaire général des Nations Unies au Soudan du Sud. Ban Ki-moon a obtenu mardi à Djouba l'engagement du président Salva Kiir à rencontrer en tête-à-tête son frère ennemi, Riek Machar. La rencontre entre les deux hommes devrait avoir lieu vendredi à Addis Abeba. Ban Ki-moon a visité la base onusienne de Djouba, où s'entassent près de 20 000 personnes qui ont fui les combats. Au total, environ 80 000 Sud-Soudanais terrifiés vivent dans des conditions épouvantables dans 8 bases de l'ONU. Des milliers de personnes déplacées continuent aussi de camper près de l'aéroport de Bangui à cause des violences intercommunautaires. 100 jours après avoir porté Catherine Panza-Samba à la tête de leur pays, les Africains se cherchent toujours. Ils courent toujours à la recherche de la paix. Depuis 100 jours, Catherine Samba-Panza est la présidente de la transition de la République centrafricaine. Portée à la tête d'un État à la dérive, dépecé par des bandes armées. Visitant les différentes communautés, plaidant la cause de la RCA auprès de la communauté internationale, elle tente, depuis plus de 3 mois, de sauver le pays. On était pratiquement sur le point d'être entièrement massacrés. Le fait qu'il y ait des survivants, qu'aujourd'hui on peut parler de Centrafrique avec des gens vivants, c'est déjà un élément en soi, un élément positif à mettre à son actif. Les gens s'interrogent pour dire mais jusqu'alors la sécurité n'est pas établie, l'économie n'est pas relevée. Il y a un problème de communication puisqu'elle n'informe pas la population, ce qui fait que tout le monde l'accuse. Consciente des critiques, la présidente a annoncé devant le Conseil national de transition quelques modifications dans sa gestion des affaires. Le gouvernement sera réaménagé pour être plus inclusif et plus représentatif et devra comprendre des hommes et des femmes capables de relever par des actions concrètes des grands défis de l'heure. Mais même remanié, le gouvernement centrafricain semble dans l'impasse. Sans argent pour régler les salaires ni force de l'ordre pour ramener la sécurité, le pays dépend de la communauté internationale. Bangui compte plus de 160 000 déplacés qui refusent de retourner dans des quartiers souvent dévastés où règne l'insécurité. En province, les bandes armées, rebelles de l'ex-Séléka ou miliciens anti-Balaka sèment la terreur, multipliant les exactions et affrontant les forces africaines ou françaises, comme ici, dans le nord-ouest du pays, où l'engagement a duré plus de 3 heures. L'Europe et les États-Unis se mobilisent pour aider l'État nigérian à retrouver les filles enlevées par Boko Haram. Le leader de la secte islamiste a menacé à travers une vidéo de vendre les otages. Dans le pays, c'est la consternation. Désemparés,
les familles s'acharnent contre le gouvernement. C'est la première fois que les membres de la Chambre des communes interpellent officiellement le Premier ministre britannique sur l'enlèvement de quelques 200 lycéennes à Chibok dans le nord-est du Nigeria. David Cameron s'engage à contribuer activement à la libération de ces jeunes filles. La Grande-Bretagne se tient prête à fournir le plus rapidement possible son aide en coordination avec les États-Unis. Nous avons déjà au Nigeria une équipe d'instructeurs militaires et des spécialistes du contre-terrorisme. La Grande-Bretagne, comme la France, emboîte le pas aux États-Unis. À l'issue d'un entretien avec la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, le secrétaire d'État John Kerry avait annoncé l'envoi d'experts et de militaires américains au Nigeria. Cette décision qui réjouit Abuja a été prise un peu plus tôt par le président Barack Obama. À court terme, notre objectif est évidemment d'aider la communauté internationale et le gouvernement nigérian à tout mettre en œuvre pour récupérer ces jeunes femmes. Au plan mondial, l'on assiste depuis mardi à une véritable montée en puissance de la mobilisation en faveur des jeunes filles nigérianes qui se trouvent depuis 3 semaines aux mains de la secte islamiste radicale Boko Haram. Devant le siège du Congrès à Washington, quelques dizaines de parlementaires américains ont exprimé leur vive indignation. Il est clair que l'enlèvement de ces jeunes filles constitue un défi pour la conscience du monde d'une manière très spécifique. Plusieurs ressortissants nigérians résidant aux États-Unis multiplient des manifestations de protestation. Mardi, devant les grilles de l'ambassade de leur pays à Washington, ils ont dénoncé l'inefficacité des autorités nigérianes. À New York, les manifestants ont demandé au président Goodluck Jonathan de rendre les jeunes filles enlevées à leurs parents ou alors de démissionner. Ce mercredi, la police nigériane a promis la somme de $300 000 pour toute information conduisant aux otages. Élection générale ce mercredi en Afrique du Sud, 25 millions d'électeurs pour 400 députés. Ceux-ci devront à leur tour élire le futur président de la République. L'ANC est le grand favori de ce scrutin malgré ses déboires. Au Togo, l'échiquier politique s'agrandit. Un nouveau parti vient de naître, le PDST, le Parti social-démocrate du Togo. Souloum Daoui, Isidore Koubati. Le Parti social-démocrate du Togo, PSDT, un nouveau parti politique sur l'échiquier national. Il entend mettre l'accent sur le développement humain et par ricochet accroître l'économie togolaise. Son ambition est de faire du Togo un modèle social et démocratique. Ce faisant, le PSDT entend apporter sa pierre à l'édification d'un Togo nouveau. Notre vision, c'est de donner l'école gratuite aux enfants. L'école peut être gratuite, au moins minimum jusqu'en classe de 3e. Outre la mise en œuvre des mesures économiques et sociales pour le développement et la consolidation de la démocratie, le PSDT pense faire autrement la politique. La politique, c'est un vouloir. Il faut vouloir, il faut chercher pour le faire. La politique n'est pas un jeu de football où tu veux tout simplement aller sur le terrain et jouer. Non, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Le nombre des partis politiques s'agrandit ainsi au Togo. C'est inévitablement l'expression d'une liberté politique dans notre pays. Voilà, c'était la cérémonie de lancement du PSDT, le Parti social-démocrate du Togo. Économie, le secteur hôtelier ivoirien bénéficie du concours financier de la Banque ouest-africaine de développement. Cet après-midi, un accord de près de 6 milliards de francs CFA a été conclu entre la BOAD et la société Chaîne Hôtel d'Abidjan du groupe Telium et Soram. Les 6 milliards de francs CFA constituent un financement partiel du projet de construction d'un hôtel 4 étoiles à Abidjan. Projet porté par le groupe Telium International au profit de sa filiale Chaîne Hôtel Abidjan SA. Nous sommes admiratifs par rapport d'abord à l'expertise de la BOAD. Ceci facilite grandement le traitement de nos requêtes et c'est pour cela que nous avons pu
en moins d'un semestre, initier nos requêtes de financement sur d'abord le Bénin, la ville de Cotonou, et ensuite la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous sommes tout à fait satisfaits de l'assistance, de l'accompagnement de la BOAD vis-à-vis des projets hôteliers que nous initions dans la sous-région. Le déficit en hôtellerie en Côte d'Ivoire se fait déjà ressentir et les besoins dans ce domaine seront importants entre 2015 et 2025 si rien n'est fait. Au-delà de ce géant de l'Afrique de l'Ouest, c'est toute la sous-région qui devra apporter des touches nouvelles au niveau des standings et capacités d'accueil pour développer ce secteur qui suscite un grand intérêt pour la Banque ouest-africaine de développement. La BOAD a financé depuis le démarrage de ses activités opérationnelles dans l'Union la réalisation de 14 projets hôteliers pour un montant total d'environ 39 milliards de francs CFA. Le prêt de 6 milliards de francs CFA en faveur de la société Chen Abidjan porte à 557 milliards de francs CFA le volume global de nos engagements en Côte d'Ivoire, dont 257 milliards de francs CFA au titre du financement du secteur privé. Reste donc à rechercher 23 milliards de francs CFA sur les 29 prévus pour la réalisation de cet hôtel. Quant aux travaux, ils dureront 2 ans. Dernier trimestre de l'année scolaire au Togo, l'occasion pour les élèves de redoubler d'ardeur et se préparer pour cette dernière étape. Dans cette édition, des acteurs ont formulé quelques conseils pratiques pour les candidats aux divers examens. Le Nigeria retient son souffle. Les jours des filles enlevées par Boko Haram sont comptés. L'Europe se mobilise, les États-Unis aussi. Ils veulent apporter leur concours à l'État nigérian pour essayer de délivrer ses otages. Élection générale ce mercredi en Afrique du Sud. 25 millions d'électeurs devraient élire 400 députés. L'ANC, parti de Nelson Mandela, est le grand favori de ce scrutin. Je rappelle également que dans le cadre de la cérémonie d'hommage national qui sera rendue à Monseigneur Casimir Dossé Agnon, premier archevêque togolais, le gouvernement invite les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, les membres du corps diplomatique, consulaire et représentants des organisations internationales, les directeurs de cabinet et secrétaires généraux, les directeurs généraux et chefs de service, les responsables des confessions religieuses, les chefs traditionnels du ressort de la capitale, les responsables des différents corps constitués, à prendre part à la cérémonie solennelle dédiée à sa mémoire le 8 mai 2014 à 8 h dans la grande salle de la place des fêtes derrière le nouveau palais de la présidence de la République. La mise en place doit être terminée à 7 h 30. Les drapeaux étaient également en berne aujourd'hui et ceci pour 3 jours. Merci de nous avoir accordé votre attention. C'est la fin de cette édition.